Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, en partenariat avec l'Express. Votre invité à présent, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour vous interroger à ma consoeur de l'Express, Corinne Laïc. Bonjour Corinne. Bonjour David, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. On revient, vous avez déjà réagi sur la nomination de Christine Lagarde à la BCE, mais c'est vrai que c'est une nomination que vous soutenez de manière inconditionnelle, on l'a compris. Ça a surpris quand même cette nomination, Bruno Le Maire, parce qu'elle n'est pas du sérail, elle n'est pas banquière centrale, elle n'a pas été gouverneure, elle n'a pas de formation économique, c'est pas une fine technicienne des questions monétaires. Et donc voilà, cette nomination a quand même pu surprendre. Vous le comprenez ça ? Je peux comprendre, mais on disait exactement la même chose quand Christine Lagarde avait été nommée à la tête du FMI. On disait qu'elle n'est pas docteur en économie, elle ne peut pas être directrice générale du FMI. Et on voit près de 10 ans plus tard qu'elle a remarquablement réussi à la tête du FMI. Donc moi j'ai toute confiance dans la capacité de Christine Lagarde à réussir à la tête de la Banque Centrale Européenne. Vous savez, il y a à la Banque Centrale Européenne des techniciens tout à fait remarquables sur les marchés financiers qui apporteront tous les conseils nécessaires. On a besoin aussi d'avoir une personnalité forte, expérimentée, du calibre de Christine Lagarde à la tête de la BCE, et je pense que c'est un signal très fort que nous envoyons, nous Européens, au reste du monde. Et donc il n'y a pas une part de risque dans ce choix, parce qu'on sait que la séquence qui s'ouvre s'annonce mouvementée. Il y a des rachats d'actifs à venir, des baisses de taux de dépôt sans rentrer dans la technicité, période délicate qui s'ouvre. Donc peut-être malgré tout prise de risque à quelqu'un qui n'est pas encore une fois, qui connaît pas bien les arcanes. Encore une fois, je regarde ce qu'a fait Christine Lagarde pendant la crise financière de 2008. C'est elle qui était aux manettes au poste que j'occupe actuellement. Elle a remarquablement géré cette crise financière de 2008. Elle a su prendre les décisions nécessaires avec le président de la République de l'époque, avec le directeur général de la BCE, Mario Draghi, qui a joué un rôle tout à fait essentiel. Donc quelqu'un qui a su réussir au FMI comme ministre des Finances réussira très bien comme président de la BCE. Vous évoquiez Mario Draghi, vous pensez qu'elle va être dans la continuité de son action, avec la même vision monétaire que lui, qui est une vision plutôt pragmatique et souple? Je pense d'abord que le bilan de Mario Draghi est un bilan exceptionnel. Et si aujourd'hui nous avons évité une crise systémique dans la zone euro, nous le devons à Mario Draghi. Nous le devons aux décisions qu'il a su prendre au bon moment, avec le bon calibrage, avec les mots qu'il fallait pour libérer la politique monétaire et nous permettre de surmonter une crise financière de grande ampleur. Ensuite, Christine Lagarde déterminera. Pardon, il sera difficile à remplacer. Il est difficile à remplacer parce que c'est un personnage exceptionnel. Mais comme Christine Lagarde est aussi un personnage exceptionnel, qui remplace aussi un personnage exceptionnel, c'est très bien. Aujourd'hui, on a une politique monétaire accommodante, c'est à la BCE de décider de cette politique, elle est souveraine, et moi je suis très respectueux de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Et ce n'est pas au ministre des Finances européen de dire à la Banque Centrale Européenne ce qu'elle doit prendre comme décision. En revanche, nous, notre responsabilité, c'est de dire, tant que nous avons une politique monétaire accommodante, tant que nous avons des taux d'intérêt qui sont faibles, voire négatifs, il faut que, dans la zone euro, il y ait davantage d'investissements, notamment de la part des États qui ont la marge de manœuvre budgétaire pour le faire. Je pense à l'Allemagne, je l'ai dit tout à l'heure devant la présidente de la CDU. Il faut que nous ayons une stratégie de croissance pour la zone euro en profitant de cette politique monétaire accommodante. Ils répondent présent, les Allemands, là-dessus ? J'ai écouté attentivement ce qu'a dit Annegret Kramp-Karrenbauer tout à l'heure, la présidente de la CDU. On voit que les choses évoluent et qu'il y a une vraie prise de conscience que l'avenir de la zone euro, ça ne peut pas être de la croissance faible. Il faut qu'il y ait plus de croissance, plus d'investissement et plus d'emplois. Est-ce que la France a besoin, honnêtement, d'avoir des taux d'intérêt encore plus bas ? On a quand même 1,3-1,4% de croissance cette année. On a 1,3-1,4% d'inflation. En valeur, ça fait un peu moins de 3% moins en croissance en valeur. Il y a besoin de faut baisser encore les taux d'intérêt. On aurait moins de 3% de croissance, ça pourrait s'entendre. Ça ne vous choque pas ? C'est une fois encore à la BCE de le décider. Ce que je vois, c'est que nous, aujourd'hui, nous pouvons émettre des bons du Trésor avec des taux d'intérêt qui sont négatifs. Nous pouvons avoir des investisseurs sur la dette française avec des taux d'intérêt négatifs. Pour autant, je continue de penser qu'il faut poursuivre notre réduction de la dépense publique, poursuivre notre réduction de la dette. Pourquoi ? Parce que... Ça reste prioritaire. Oui, c'est... Même si on a changé de monde, on dit Olivier Blanchard, le patron, enfin l'ancien chef économiste de la FMI, il dit pendant 10 ans, les taux d'intérêt seront très bas. Je le sais bien, mais on peut faire les choses à un rythme plus doux, c'est ce que nous faisons actuellement. Nous réduisons la dette, nous la stabilisons, nous la réduisons, mais à un rythme qui est plus lent pour tenir compte
de cette situation des taux d'intérêt. Mais n'oublions jamais que la dépense publique française, c'est d'abord de la dépense de fonctionnement et de la dépense sociale. Justement. Ce n'est pas de la dépense d'investissement ou d'innovation. D'accord pour que la France s'endette davantage à condition d'investir cet argent dans du long terme, comme le suggère Olivier Blanchard. Sommes-nous capables de faire cela en France? Mais je pense que si demain vous augmentez la dépense publique en disant ça va être pour l'innovation, l'investissement et la recherche, il y a fort à parier que ce sera d'abord la dépense de fonctionnement. C'est-à-dire de la dépense pas utile. Donc moi je tiens à ce que nous réduisions cette dépense qui est aujourd'hui la plus importante de tous les pays développés. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que la dépense publique en France, c'est rapporter notre richesse nationale la plus importante des pays développés. Donc commençons par réduire cette dépense, par stabiliser et réduire la dette, puis ensuite nous regarderons comment est-ce que nous pouvons dégager des marges de manœuvre pour des investissements utiles. Mais ça reste prioritaire en même temps. La promesse du président Macron d'une baisse de 5 points de PIB de la dette, c'est caduque, c'est fini. On l'a compris dans les nouvelles projections. Au mieux, ça sera 2% moins, ça sera 1,6 point d'ailleurs. Ma volonté, d'abord, la direction reste la diminution de la dette publique française. Regardez d'où nous venons. Il y a 10 ans, on avait une dette qui était de l'ordre de 66%. On a pris 30 points. On est aujourd'hui à 99,6%. Comme d'autres pays en Europe. Oui, mais vous ne pouvez pas vous dire on a pris 30 points de dette publique supplémentaire et puis on va laisser les choses continuer à dériver comme cela. Et l'Allemagne est à 60%. Donc l'Allemagne est à 60%. Donc vous voyez que certains ont des marges de manœuvre, il faut qu'ils les utilisent. D'autres ont un niveau de dette qui est excessif, il faut le réduire. Et ensemble, on doit regarder comment est-ce que nous pouvons investir là où c'est utile dans des dépenses d'innovation ou d'infrastructure. Un mot du dossier Renault, parce que ça a un peu rebondi, entre guillemets. On a Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, qui a confirmé il y a quelques jours que le projet de mariage entre Renault et Fiat était au point mort. Quand on lui pose la question sur une reprise possible des négociations, qu'est-ce qu'il répond? Je le cite, une hypothèse totalement hypothétique. La formule, c'est la sienne. Il regrette que le dossier soit aujourd'hui à l'arrêt. Est-ce que vous regrettez, j'emploie le mot à dessein, d'avoir fait capoter ce deal? Parce que ce qui a été retranscrit dans la presse italienne, c'était que l'Italie avait retiré son offre Fiat parce que le gouvernement demandait trop de temps. Je ne regrette absolument rien. Je revendique la décision qui a été prise par l'État actionnaire. Je la revendique. On ne fait pas une fusion contre son partenaire. Ça n'existe pas. Et c'est l'assurance d'un échec. C'est l'assurance d'un échec au bout du compte. Vous ne faites pas une fusion contre votre partenaire de 20 ans qui est Nissan. Donc la priorité aujourd'hui, c'est d'abord les projets industriels. Nous sommes allés au Japon avec le président de la République, nous avons eu un certain nombre d'entretiens. Ce qui est essentiel pour nous, et c'est ce que nous avons demandé au président de Renault, Jean-Dominique Sénard, nous lui faisons toute confiance pour le faire, c'est de redéfinir une stratégie industrielle pour Renault et pour Nissan. Enfin, moi, je suis très pragmatique. Aujourd'hui, le marché de l'industrie automobile est en grande difficulté. Les ventes diminuent. Et vous avez en même temps des révolutions technologiques, le véhicule électrique, le véhicule connecté, qui sont considérables. Donc la priorité absolue, c'est la définition d'une stratégie industrielle pour Renault et pour Nissan. Ensuite, il faudra renforcer l'alliance. C'est aussi le contrat qui a été passé avec le président de Renault, réfléchir à la manière dont on peut consolider dans un deuxième temps l'alliance. Les projets de consolidation ne viennent que dans un troisième temps. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Le projet industriel d'abord, comme l'a dit le président de la République à Tokyo, le renforcement de l'alliance et ensuite seulement la consolidation. Le président de la République a dit autre chose qui n'est pas tout à fait conforme à ce que vous aviez dit. Vous aviez dit qu'il fallait envisager la baisse de la participation de l'État dans le capital de Renault. Lui a dit quelques jours plus tard qu'il n'en était pas question. Qu'est-ce qui se passe au plus haut niveau de l'exécutif? Au plus haut niveau de l'exécutif, l'entente est par définition parfaite. Et il ne peut pas en aller autrement entre le président de la République et son ministre de l'économie et des finances. C'est une question de calendrier et de priorité. La priorité, c'est la définition d'une stratégie industrielle commune. Ensuite, nous regarderons comment est-ce qu'on renforce l'alliance. Et puis, dans un troisième temps, nous verrons quelle est la question qui peut se poser pour l'État. Mais c'est une durée très lointaine. Une baisse de la présence de l'État n'est pas exclue. Tout cela, c'est du temps très lointain, alors que maintenant, dans l'immédiat, ce que je regarde, c'est le cours des actions, la situation industrielle, les projets industriels entre Renault et Nissan, c'est ça la priorité. Alors, court terme, long terme, il y a un autre sujet qui s'applique parfaitement à ça, c'est le dossier des retraites. Est-ce que vous pouvez nous dire si le gouvernement va prendre, dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, des mesures destinées à augmenter les recettes en matière de retraite, donc ce qu'on appelle une réforme paramétrique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est souhaitable? Aucun arbitrage n'a été rendu sur ce sujet, ce sera au Premier ministre ou au Président de la République de décider.
Ce que je peux vous dire comme ministre de l'économie, c'est que aujourd'hui, le volume global de travail en France est insuffisant. Chaque personne qui travaille beaucoup et travaille très dur. Mais entre les jeunes qui arrivent trop tard sur le marché du travail, le niveau de chômage qui est trop élevé et les gens qui partent trop tôt, le volume global de travail est insuffisant. Du coup, nous nous appauvrissons par rapport à nos grands partenaires européens. Donc il est indispensable à mes yeux d'inciter les Français à travailler davantage, pas les forcer, les inciter à travailler davantage. Donc nous regarderons comment est-ce que nous pourrons les inciter à travailler davantage, pas pour des questions de finances publiques, pour des questions de biens collectifs et de richesse nationale. Les prévisions des régimes de retraite ont été dégradées par le corps. Oui, certains pensent qu'il est nécessaire, on parle de 10 milliards d'euros de déficit à l'horizon 2022, et certains pensent qu'il est nécessaire de prendre des mesures financières. Je ne parle même pas de questions de déficit, parce que je pense que pour les Français, tout cela est très lointain. La question, c'est de savoir est-ce que nous voulons vivre mieux ou vivre moins bien. Moi, je souhaite que tous les Français vivent mieux. Et pour ça, il faut inciter les Français à travailler plus longtemps. Donc ma position de ministre de l'économie et des finances, c'est d'inciter les Français à travailler plus longtemps, à rester plus longtemps dans l'emploi, à rentrer plus tôt sur le marché du travail avec une meilleure qualification. Bien sûr, les entreprises ont évidemment une grosse responsabilité là-dessus, vous avez parfaitement raison, mais pour qu'au bout du compte, il y ait plus de prospérité pour tous les Français. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les attentes en matière de pouvoir d'achat sont les premières attentes. Nous y répondons par l'augmentation de la rémunération du travail, la baisse de l'impôt sur le revenu dès le 1er janvier 2020, mais une autre réponse, c'est faire en sorte que tous, collectivement, nous travaillons plus. C'est ma position. Nous verrons quelles seront les décisions qui seront prises. Dans quel délai à peu près ? Plus tôt on peut inciter les Français à travailler davantage, mieux nous nous porterons tous collectivement. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu national. Est-ce que nous voulons avoir plus de pouvoir d'achat, plus de prospérité pour tous, ou est-ce que nous réduisons systématiquement la taille du gâteau que nous avons à nous partager ? Si c'est 2020, c'est bien. Ce n'est pas à moi de décider, c'est à moi de faire des propositions. J'ai fait mes propositions pour les ministres au président de la République, ils connaissent ma position sur le sujet, et c'est eux qui arbitreront. Il nous reste quelques instants. 2 questions courtes, réponses courtes, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Sur l'homéopathie, la HAS, Haute Autorité de Santé, a rendu son verdict fin juin. Pour ou contre le déremboursement de l'homéopathie ? Il y a une question d'emploi, 1000 emplois à la clé qui sont menacés. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que Agnès Buzyn dit qu'elle s'en tiendrait à l'avis de la HAS ? Est-ce qu'il faut maintenir un taux de déremboursement intermédiaire à 15% ? Quelle est votre position clairement là-dessus ? J'attends d'en discuter avec Agnès Buzyn, on doit le faire dès la semaine prochaine, mais je donnerai ma position après en avoir discuté avec Agnès Buzyn et regarder toutes les implications sur l'emploi, sur les finances publiques aussi. Mais là, comme ça, à brûle-pourpoint, vous avez une... Mais je ne prends pas de décision à brûle-pourpoint sur un sujet aussi sensible. Je vais en discuter attentivement et longuement avec la ministre de la Santé qui fera ses propositions. Je le ferai la semaine prochaine. Le 9 juillet, la justice va rendre sa décision concernant l'affaire Crédit Lyonnais Bernard Tapie. Si Stéphane Richard, le patron d'Orange, était condamné, est-ce qu'il doit démissionner de son poste ? Nous avons fixé des règles avec le président d'Orange. Et ces règles, elles ont été fixées de longue date. Ces règles seront respectées. Vous pouvez nous les rappeler ? J'ai dit très clairement que s'il devait y avoir une condamnation, ça ne permettait pas au président d'Orange de rester en fonction. Même si cette condamnation est légère ? S'il y a condamnation, je pense que ça pose une vraie difficulté pour se maintenir à un poste de responsabilité, exercer ses responsabilités dans les meilleures conditions. C'est des règles que nous avons fixées avec le président d'Orange depuis le départ. Donc tout cela a été dit et a été signifié de manière très claire depuis le début. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et je pense que quand on a pris une position et quand on a fixé des règles, il est sage de s'y tenir et de ne pas revenir dessus. Vous ne craignez pas le 2 poids 2 mesures ? Christine Lagarde, qui a été condamnée mais dispensée de peine dans la même affaire, se retrouve à la BCE et Stéphane Richard serait viré de son poste de... Attendons de voir quelles sont les décisions de la justice. S'agissant de Christine Lagarde, je pense que vous surévaluez la condamnation dont on parle. Elle a été condamnée pour négligence. Pour négligence. Ce n'est pas exactement la même chose. Attendons de voir quelle sera la décision prise par la justice mardi. Mais nous avons fixé des règles. Nous, l'État actionnaire qui est actionnaire d'Orange, ces règles doivent être respectées. Voilà, merci Bruno Le Maire d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ecorama, mission spéciale donc enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence en partenariat avec l'Express. Merci.